Bonjour à tous. Donc, après cette bande-annonce qui tourne depuis une petite demi-heure, on va maintenant attaquer le vif du sujet. C'est un peu difficile d'arriver dès la première journée des universités d'été avec un sujet très très technique, mais d'un autre côté, on ne peut pas omettre les sujets techniques. Donc, le programme ce matin, ça va être... alors déjà, oui, je me présente, Maude Baudin, je suis expert comptable, commissaire aux comptes et je fais de l'évaluation d'entreprise. Comme je fais de l'évaluation d'entreprise et comme je suis commissaire aux comptes, je travaille assez souvent pour des startups et donc pour des émissions d'instruments financiers, un petit peu de toutes sortes, donc hybrides. Ce matin, on fait un petit topo sur ces missions que l'on pratique quand on est commissaire aux comptes d'une entité et que l'on doit aussi pratiquer lorsque les entités n'ont pas encore de commissaire aux comptes. C'est donc effectivement les missions du commissaire ad hoc qui sont prévues par la loi Pacte. Je me suis placée dans le cadre de la levée de fonds parce que c'est le cas le plus usuel de réalisation de ce type de mission. On a tous dans notre portefeuille. Alors, quand je dis start-up, ce n'est pas forcément des start-up de l'innovation, c'est n'importe quelle société qui vient de se créer et qui, pour assurer son développement, doit à un moment donné faire entrer à son capital des nouveaux investisseurs, que ce soit des investisseurs financiers ou des investisseurs industriels ou de la famille. C'est vraiment le financement de la société qui vient de se créer. Donc, l'objectif de cette heure et demie, alors j'ai essayé d'alléger quand même de manière à ce que ça tienne une heure et demie. Ça ne vous dispensera surtout pas, lorsque vous aurez ce type de mission, de retourner assez fréquemment aux notes d'information de la CNCC. Ce sont les notes d'information la note numéro 3, mais qui se décline en 6 tomes, puisque ça se décline aussi bien pour la suppression du DPS, pour l'ouverture du capital en faveur du salarié, pour les instruments hybrides, pour les actions de préférence. C'est vraiment une note d'information assez volumineuse, mais c'est aussi notre support de travail. Il y a tous les exemples dans ces supports. Il faut, je ne vais pas dire les connaître par cœur, mais il faut savoir naviguer dans ces notes d'information. Donc l'objectif, ça va être d'identifier les investisseurs potentiels. Donc quels peuvent être vos prescripteurs si vous connaissez ces investisseurs, ou quels seront vos contacts, vos interlocuteurs. Je vais aussi vous présenter assez brièvement les instruments financiers émis, parce qu'en fait, on peut avoir un petit peu peur lorsqu'on a certains instruments hybrides de dire mais qu'y a-t-il derrière? Et surtout, dans le monde de la start-up innovante, on a vraiment du vocabulaire à désacraliser. Donc je vais essayer, moi, tout au long de cette présentation, de vous présenter certains termes habituels de manière à ne pas avoir un premier mouvement de recul parce qu'on ne sait pas de quoi on parle. Et enfin, je vais vous présenter les diligences du commissaire aux comptes, mais la gageure, c'est en 1 heure et demie de résumer les 6 tomes de la note d'information numéro 3. Donc vos investisseurs potentiels, ça dépend effectivement de toute façon de ceux qui peuvent participer au financement de ce type de société. Donc on a bien évidemment les premiers financements bancaires. Donc on a les prêts d'honneur, le microcrédit, les prêts bancaires. Donc là vraiment j'ai présenté 2-3 types. Je vous rassure, pour ceux qui font des photos des diapos, vous l'aurez en ligne, j'espère d'ici 5 à 10 jours, mais vous l'aurez en ligne. Pour ces premiers financements bancaires, je ne saurais trop vous conseiller d'aller sur le site de la BPI qui a en ligne un petit livre qui s'appelle « Le routard du financement des entreprises », où vraiment, là, dans votre rôle de conseil à vos clients, vous avez une mine d'or de possibilités de financement, quel que soit le stade de développement de l'entreprise. Vous avez ensuite les financements equity. Désolé, premier terme anglo-saxon, mais effectivement, vous l'entendrez assez souvent lorsque vous traiterez avec des investisseurs financiers ou dans le monde de la start-up innovante.
Ces financements en capitaux propres, donc on a les business angels. Donc ça, c'est vraiment à la création dans l'entreprise, vraiment au tout début. Vous avez les family office, le crowdfunding, donc on en entend pas mal parler de toute façon aussi pour ces jeunes entreprises. Et après, les venture capitalistes, c'est-à-dire les fonds de capital risque. Et dans ces fonds de capital risque, si vous êtes sur des entreprises véritablement en phase de création, on a ce que l'on appelle les fonds seed, c'est-à-dire à l'amorçage au tout début de l'entreprise. Et on a aussi les fonds qui sont spécialisés dans les startups de la tech. Vous avez tous entendu parler de la French Tech, et notamment à l'occasion des plans de relance, puisqu'il y a vraiment une volonté politique de pousser la French Tech. Et ben, vous avez aussi des fonds d'investissement qui sont spécialisés dans la tech. Donc, si on reprend en fait le type d'interlocuteur et le type d'augmentation de capital que vous allez voir, en fait, c'est véritablement en fonction du développement de votre start-up. C'est-à-dire qu'au tout début, lorsque vous aurez votre projet et votre entité qui, pour l'instant, de toute façon, ne sait même pas quel produit elle va faire, elle est vraiment en phase de recherche et de développement, on a ce que l'on appelle la love money. C'est effectivement des actionnaires de forte proximité. Il y a même quelques petites associations de quartier, si je puis dire, qui abondent en love money. On a les concours de start-up, on a des prêts d'honneur, des aides publiques. Tout ceci, on les appelle le pré-seed. Donc vraiment, c'est à l'origine du projet. Lorsque la société a enfin mis au point son produit, ce que l'on appelle la preuve du concept, généralement, elle a besoin de financements supplémentaires. Ces financements supplémentaires, elle les aura auprès soit de business angel, soit du crowdfunding, ou alors les investisseurs en fonds d'amorçage. Généralement, les augmentations de capital, c'est 100 à 500 000 euros. Ça reste ce que l'on appelle un ticket raisonnable. Lorsque l'entité fait ses premières ventes, là, elle a vraiment besoin de fonds pour assurer le début de son développement. Donc là, elle va s'adresser aux investisseurs du domaine du capital risque. Les augmentations de capital, selon le stade effectivement de développement, on va arriver entre 500 000, voire jusqu'à la fourchette extrême 10 millions. On appelle ce style d'augmentation de capital la série A. Pour dire que c'est la première véritable augmentation de capital qui va permettre d'assurer le développement de l'entreprise. Puis après, on a les augmentations de capital successives, alors B, C, D, E, F, vous avez toutes les lettres de l'alphabet. Et ceci, assuré généralement, les investisseurs sont plutôt du capital développement, donc ce sont d'autres types d'investisseurs. Donc, il faut connaître tous nos interlocuteurs possibles. Bon, il est clair que quand on se positionne dans le cadre des missions ad hoc, donc c'est-à-dire dans le cadre des entités qui, du fait des seuils, ne disposent pas de commissaires aux comptes ou n'en ont pas nommé de façon volontaire, on est plutôt dans le pré-seed et le seed. Puisqu'effectivement, à partir d'un certain moment, on franchit les seuils et donc on devient en nomination obligatoire d'un commissaire aux comptes. Mais de toute façon, si vous êtes commissaire aux comptes d'une start-up, vous aurez à faire ce genre de missions qui vont vous être présentées ce matin. Donc en fait, il faut connaître un petit peu les investisseurs. Alors là, je vous dis, vous aurez les slides d'ici, je dirais 10-15 jours. Généralement, tout est publié dans la quinzaine. Donc vous aurez les noms de toutes les personnes à contacter. C'est dommage, cette année, vous avez aussi le salon du private equity, mais qui est exactement aux mêmes dates que les universités d'été. Donc, vous pouvez pas forcément, vous n'avez pas le temps d'ubiquité, vous ne pouvez pas aller voir les interlocuteurs directement sur place à leur stand. Mais voilà les personnes à connaître. Donc, il y a certains noms qu'on connaît bien. Moi, je vais dire Xavier Niel, tout le monde le connaît. C'est l'un des plus grands business angels français. On a aussi, donc, je vous disais, les family office. Donc, ce sont des fonds qui gèrent des fortunes de particuliers,
qui appartiennent le plus souvent à une seule et même famille. Donc on a certains noms. Et en fait, vous avez des noms, lorsque vous lisez la presse économique, il y a des noms qui reviennent régulièrement. Entre Artemis, entre Otium, entre Aglaé, on connaît tous à peu près... on les a tous vus passer à un moment donné dans les échos. On a aussi le crowdfunding qui là est vraiment pratiqué par vraiment au moment de la création du projet, donc avant même que l'on ait trouvé son produit. Donc on a des noms aussi très, très connus, KissKissBankBank, Ulule. Le crowdfunding, ça peut être ce qu'on appelle le crowd equity, donc c'est-à-dire de l'apport en capital. Ça peut être aussi en dette, le crowd lending. Faites attention, puisque je me place dans les sociétés qui n'ont pas encore de commissaire aux comptes. Il y a certaines activités qui font du crowd lending, donc en dette, mais en dette obligataire auprès des plateformes. Ça peut se faire. Je vous rappelle que lorsqu'il y a émission d'un emprunt obligataire d'une jeune société qui n'a pas 2 ans, qui n'a pas arrêté de bilan, il y a une mission, mais là, ce n'est pas la mission du commissaire aux comptes, c'est la mission du commissaire aux apports. Donc, n'oubliez pas, parce qu'on en voit de temps en temps en OC sur du crowdfunding, et plus spécialement d'ailleurs dans les énergies renouvelables. C'est dans ce domaine d'activité que l'on peut être amené à être nommé. Donc, il faut toujours avoir une petite lumière qui s'allume en disant « Tiens, il y a un truc à faire ». En tant qu'expert comptable, surtout vous conseillez et vous ne faites pas rater l'opération juridique, parce que s'il n'y a pas d'intervention du commissaire aux apports, votre émission est nulle. Après, on prend les fonds SID. Donc là, on est vraiment au tout début. C'est vraiment là où vous serez en commissariat ad hoc, parce que vous serez encore dans des entités qui n'ont pas atteint pour la plupart les seuils. Donc les noms à connaître, alors il y a un nom que tout le monde connaît, un BPI France, je pense qu'il n'y en a pas un dans la salle qui ne connaît pas ce nom-là. Et puis après, on a les fonds habituels, on a Keralia, on a Kima, on a IT. Enfin, je vous dis toujours, quand on lit la presse économique, on les reconnaît. Donc là, on est vraiment au début. Et puis, on va attaquer les premières vraies, si je puis dire, augmentations de capital, c'est-à-dire la série A. C'est-à-dire que notre projet, on sait ce qu'on va vendre, on sait à qui va le vendre. Donc maintenant, il faut avoir une certaine rentabilité, parce que le propre des startups qui sont en phase de création, c'est effectivement d'engranger les pertes. Et donc, c'est pour ça qu'elles ont un peu besoin de financement pour éponger leur développement, parce qu'elles ne réalisent pas encore suffisamment de chiffre d'affaires pour être autonomes. Donc, ce sont les fonds de série A. Donc, on a toujours BPI France. De toute façon, BPI France, par l'intermédiaire de ces modes de financement, couvre à peu près toute la chaîne de développement de l'entreprise. Et puis après, on a 360 capital partners, on a Partech, on a Elaya. Donc, on a je vous dis des noms qu'on a l'habitude de rencontrer. Là, l'augmentation de capital suivante, ça va être la série B. Donc là, on dit la start-up doit scaler, qui est un bel anglicisme, c'est-à-dire que la start-up doit passer à une échelle supérieure. Généralement, à ce niveau-là, l'augmentation de capital est faite pour permettre un développement à l'international. Donc aussi un certain nombre de fonds. Et enfin, une fois qu'on a vraiment décollé, qu'on sera en capital développement, on a ce qu'on appelle les séries C, les séries D. Donc là, c'est toute une litanie de fonds, mais c'est toujours assez intéressant de pouvoir avoir des entrées dans ces fonds-là. C'est surtout très intéressant d'identifier aussi quels sont les cabinets d'avocats d'affaires qui travaillent avec ces fonds, puisque vos prescripteurs, ce sont quand même généralement, en tant que commissaire aux comptes, les prescripteurs sont les juristes. Par contre, en tant que expert comptable, en tant que conseil, de toute façon, il faut que vous les connaissiez, il faut que vous puissiez bien conseiller votre client pour, je vous le dis encore, ne pas rater une opération juridique. S'il n'y a pas de nomination du commissaire aux comptes dans les cas prévus par la loi, l'augmentation de capital est nulle. Et enfin, donc, je vous ai dit tout à l'heure, la France a vraiment voulu doper cette partie French Tech. Donc, on a aussi des fonds spécialisés en tech.
Isaïe, Serena, Alven, Brega, donc tous les fonds qui sont spécialisés dans la tech. C'est là où on aura vraiment nos fameuses startups innovantes. Donc une fois qu'on connaît à peu près nos investisseurs potentiels, on va voir quels sont les instruments de capital qui sont susceptibles d'être émis, instruments de capital ou instruments de dette. En fait, on a quoi comme type d'instrument? On a, alors classique, l'action ordinaire, donc augmentation de capital en action ordinaire, ça, je pense qu'on sait tous traiter. On a l'augmentation de capital sous forme d'actions de préférence. On a les valeurs mobilières hybrides, c'est-à-dire celles qui donnent un accès différé au capital. Alors, on a les BSA. Je ne peux pas omettre les stock options parce que ça existe. C'est de moins en moins pratiqué en faveur d'investisseurs, ou je vais dire d'actionnaires français, en raison du régime fiscal qui est assez défavorable. Alors, il faut faire attention parce que cet été, il y a eu aussi des décisions du Conseil d'État qui font que les BSA et les BSPCE vont aussi avoir quelques problèmes de régime fiscal, où on a un durcissement de la position fiscale. On a les BSPCE. Donc les BSPCE, là, ne sont pas à destination des investisseurs financiers, c'est à destination du management. Et enfin, on a les instruments de dette. Donc, au-delà, bien évidemment, de l'emprunt bancaire, ce que l'on peut avoir quand on a recours à des investisseurs financiers, ce sont des obligations, qu'elles soient simples, convertibles en actions ou remboursables en actions, ou alors, plus basiquement, du compte courant. Donc, on a véritablement l'ensemble de ces instruments qui peuvent faire l'objet d'une seule et même levée de fonds. Pourquoi? Parce que dans la plupart des levées de fonds et dans la plupart d'entrées au capital d'investisseurs financiers, ça s'accompagne de ce que l'on appelle le management package. C'est-à-dire que ça s'accompagne aussi de l'attribution d'instruments financiers aux fondateurs ou aux managers, effectivement, généralement dont les conditions d'attribution et d'exercice sont conditionnées au développement de l'entreprise conformément à son plan initial, c'est incitatif. Donc, lorsque vous avez une entrée au capital d'investisseurs, généralement, vous n'avez pas une seule augmentation de capital, vous avez véritablement des AG avec un nombre infini de résolutions, avec de temps en temps pour les investisseurs financiers, de temps en temps pour les fondateurs, de temps en temps aussi pour les managers. Donc c'est véritablement une augmentation de capital, quelques rapports à émettre. Et donc, effectivement, les BSPCE, ce sera dans le cadre de nos management package. Alors, les actions avec droit de préférence. Je vous rappelle que lorsqu'il y a création d'actions de préférence, soit à l'origine de la création de la société, ce qui est rare, puisque généralement, lorsque vous avez deux fondateurs qui créent un projet, ils ne se mettent pas immédiatement en création d'actions de préférence. Donc, soit la création, soit au cours de la vie sociale, si vous avez création d'actions de préférence réservées à une certaine catégorie d'actionnaires, il y a obligatoirement commissaire aux avantages particuliers. Ce n'est pas l'objet ici de détailler la mission du commissaire aux avantages particuliers, mais la difficulté, c'est de trouver un commissaire aux avantages particuliers parce qu'il y a des critères effectivement d'indépendance, mais il y a surtout un délai de viduité de 5 ans. Donc, c'est parfait lorsque vous avez une seule augmentation de capital. Lorsque vous êtes dans une start-up qui régulièrement fait des levées de fonds, eh ben, la difficulté à chacune des levées de fonds, c'est de trouver un nouveau commissaire aux avantages particuliers. Sinon, ces avantages particuliers, ils peuvent être soit des droits politiques, soit des droits pécuniaires. Donc,
les droits politiques, en fait, ce sont tous les droits qui sont liés non seulement à l'exercice du droit de vote, donc c'est suppression ou suspension, ce sont des droits qui sont liés à la gouvernance de l'entreprise. Et donc la gouvernance, c'est participation ou non au board, c'est nomination ou non de certains membres du board, c'est droit de veto ou non sur certains types de décisions. C'est aussi, dans les droits politiques, c'est le droit à l'information. Vous pouvez très bien avoir, dès la création des droits politiques, le format prévu d'information financière qui est remonté à l'actionnaire. Donc ça, c'est tout un type de droit politique. Et vous avez aussi après tous les types de droits pécuniaires, donc c'est droit ou non sur les dividendes, c'est droit ou non de conversion, c'est-à-dire j'ai des actions de préférence, comment je les convertis en actions ordinaires, comment je me les fais racheter. Et surtout, ce que l'on voit dans les startups innovantes, c'est le droit préférentiel et prioritaire dans la répartition du prix de vente. Ce que dans notre jargon, on appelle gentiment le waterfall. Ces avantages particuliers, le principe de la mission du commissaire aux avantages particuliers et des avantages particuliers, c'est qu'on a quand même, en droit français, normalement, on respecte, on vérifie qu'il y a égalité entre les actionnaires. Ces droits particuliers, en fait, s'affranchissent de l'égalité entre les actionnaires, mais on ne peut pas faire n'importe quoi. Lorsque l'on a un droit préférentiel et prioritaire dans la répartition du prix de cession de la société, c'est ce que vous trouverez le plus souvent dans vos AG et dans les émissions qui sont faites. Donc je fais un petit focus sur ce que l'on appelle le waterfall. En fait, dans les faits, c'est simple. Dans la rédaction juridique, c'est beaucoup plus complexe à détecter. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de le résumer en 3 bullet points. Je n'oserais pas vous mettre les exemples d'AG que l'on peut avoir. En fait, il n'y a pas un modèle unique de répartition préférentielle. Ce que l'on peut voir, c'est dans les actions de préférence, on peut dire s'il y a cession de l'entreprise. Déjà, première étape, on choisit si tout le monde va avoir son nominal de remboursé. Donc, est-ce que c'est précisé, est-ce que ce n'est pas précisé? Après, on a classiquement 2 types de préférences. On en a une qui s'appelle non cumulative. Donc, on va décider que tous nos investisseurs financiers vont être remboursés de leur investissement. Après, on va décider que tous les porteurs d'actions ordinaires vont être remboursés de leur apport initial. Ça va vous laisser un solde de prix de cession. Ce solde de prix de cession, là, on va le répartir au prorata du capital détenu par chacun. Et quand je vous dis, on va décider que les investisseurs financiers vont être remboursés de leur mise et les actions ordinaires remboursées de leur mise, c'est le cas le plus simple. Mais on peut décider qu'ils vont être remboursés de leur mise x2, x3. On peut aussi décider qu'ils vont être remboursés de leur mise actualisée à un certain taux de rendement. Donc tout ça, ça s'écrit, c'est de façon juridique. Donc ça, c'est une des préférences que l'on peut rencontrer. Une deuxième préférence dite cumulative, là on dit, en fait, c'est seuls nos détenteurs d'actions prioritaires vont être remboursés de leur mise. Donc toujours avec le principe, soit leur mise uniquement, soit leur mise x2, x3, fois un multiple, soit leur mise fois un rendement. Et une fois qu'on a dédommagé, entre guillemets, nos investisseurs, il nous reste un solde de prix de cession, et là, on le répartit à tout le monde. Donc, dans les faits, c'est assez logique comme type de distribution. Après, effectivement, c'est la lecture de la documentation juridique qui est un peu plus complexe. Alors, le premier d'expérience, le premier PV,
est un peu lourd à lire. Et puis après, plus on fait ce type d'augmentation de capital, et plus on détecte très très rapidement quel type de waterfall la société a décidé de mettre en place. Et je ne pourrais pas vous donner l'ensemble des waterfalls parce que de toute façon, il y en a autant que de créativité juridique que l'on peut imaginer. Bon, et sachant que dans la préférence cumulative, on peut aussi avoir ce que l'on appelle le carve-out, c'est-à-dire qu'en fait, par priorité, sur l'ensemble du prix de cession, on se conserve une petite tranche, 10% généralement, et cette petite tranche de 10%, on la distribue à tout le monde avant même d'exercer la préférence. Donc voilà ce que gentiment vos interlocuteurs vont dire, on a mis en place un waterfall. Donc derrière ce mot, il y a ce genre de calcul. C'est plus comique à modéliser sous Excel, mais en fait, en tant que commissaire au compte, vous devez décrire les avantages particuliers. C'est la société qui est censée évaluer les avantages particuliers et c'est le commissaire aux apports en charge de l'évaluation des avantages particuliers qui doit challenger la valeur faite par la société. Ce n'est pas vous, en tant que commissaire aux comptes, à savoir les valoriser. L'autre type d'instruments que je vous ai cités tout à l'heure, qui sont les instruments hybrides, sont les BSA, bons de souscription d'actions. Donc, plusieurs types d'émissions. Donc, soit on émet des BSA, soit on émet des actions à bons de souscription d'actions. En fait, ça permet de structurer plutôt des augmentations de capital qui doivent d'ores et déjà, dès la réalisation de l'augmentation de capital, on sait que l'on veut avoir plusieurs tranches. Donc, on va voir l'augmentation de capital, puis après, des bons de souscription d'actions qui vont permettre de souscrire à des futures augmentations de capital. Généralement, on dit qu'elles sont émises pour protéger la valeur d'un investissement en capital. C'est le BSA Ratchet. Je vous présente juste après cette notion aussi, ce bel anglicisme du BSA Ratchet. On l'a surtout aussi dans les management packages. Quand on ne fait pas d'action gratuite, on fait du BSA en faveur des salariés. Donc là, on l'appelle gentiment le sweat equity. Et puis, on a aussi la notion de equity kicker, c'est-à-dire, effectivement, ça nous définit les différentes tranches d'augmentation de capital que l'on souhaite faire. Alors, on a deux types de BSA que l'on rencontre le plus souvent possible, le BSA R et le BSA Ratchet. Je vais les détailler juste après. Le BSA R est relativement récent, ça fait, je dirais, 4-5 ans qu'on le rencontre dans nos émissions. Le BSA Ratchet est vraiment plus ancien puisqu'il protège la valeur de l'entrée du fonds en cas de nouvelle levée de fonds et ça fait quelque temps qu'on a des investisseurs qui se protègent. Alors, le BSA R, c'est un type de BSA qui est assez sympathique. C'est R pour accord d'investissement rapide. En fait, le souscripteur du BSA R, il n'a qu'un BSA. On n'a pas d'action à BSA R. On a simplement un BSA sec. Il n'est pas associé tant qu'il n'a pas exercé son BSA. Et la particularité de ce BSA, c'est qu'en fait, sa conversion, c'est simplement en fonction d'un événement déclencheur, alors que d'ordinaire, la conversion, on pense que c'est surtout la souscription, le paiement d'un prix de souscription. Tandis que là, on dit, votre BSA, il va être convertible, et généralement, il va être convertible lorsque l'on aura fait une augmentation de capital. Il va être convertible lorsque le niveau d'activité aura atteint tant de chiffre d'affaires. C'est ce qui va permettre la conversion. Et qui plus est, on fixe d'ores et déjà la fourchette de valeur de la conversion. Quand il sera convertible, ça sera une valeur de la société comprise entre temps et temps. Donc, on sait qu'on a en fait une double contrainte. Un, est-ce que je peux déclencher la conversion? Et deux, je sais d'ores et déjà
quelle sera la valorisation de ma conversion. Et généralement, quand le titulaire du BSAR peut exercer la conversion, il bénéficie d'un prix d'émission de l'action décoté par rapport au prix d'émission soit par rapport au prix d'émission de l'augmentation de capital qui a lieu en même temps que le déclenchement, soit par rapport à la valeur de référence de la société. Donc on sait qu'il rentre à des conditions préférentielles parce qu'il a pris le risque de financer en amont. Et malheureusement, si aucune des conditions n'est remplie, le BSAR, il a été versé à fonds perdu. Le deuxième type de BSA que vous allez rencontrer dans votre documentation juridique et qui vraiment est appelé tel quel, hein, le BSA ratchet. Donc, quand on ne sait pas ce que c'est qu'un ratchet, on ne sait pas de quoi on parle. Ce BSA ratchet, en fait, il protège la part des investisseurs existants si jamais il y a une perte de valeur de la société, s'il y a une nouvelle augmentation de capital qui se fait sur une valeur inférieure à celle à laquelle eux, ils ont souscrite précédemment. Donc, en fait, on a un mécanisme d'ajustement de prix de revient, ce qui leur permet de revenir au nouveau prix d'émission proposé. Donc en fait, c'est un mécanisme de relution. On leur attribue un certain nombre d'actions qui leur permettent d'égaliser le nouveau prix de revient de l'entité. Donc pareil, dans le principe, c'est assez lisible. Dans la formulation juridique, on a des superbes formules de calcul qui sont insérés dans nos actes. Alors avec le ratchet se décline selon plusieurs formules, soit ce qu'on appelle le full ratchet ou l'average ratchet. Il faut faire super attention. Il faut réussir à modéliser, à se prendre des hypothèses de calcul et à modéliser les articles que l'on a dans les PV d'AG que l'on étudie, parce qu'on est toujours susceptible de rencontrer des coquilles qui font que de toute façon la formule peut être erronée. À partir du moment donné où c'est la formule de calcul un petit peu alambiquée, le risque d'erreur matérielle, il existe. C'est vraiment de l'erreur de bonne foi, mais il existe. Donc il faut penser à se faire des petites formules de calcul sur son papier brouillon et on voit ce que ça donne. On a, là je vous ai parlé du BSA ratchet parce que c'est la forme la plus fréquente que l'on a, mais en fait, ce mécanisme, on peut aussi le trouver dupliqué sur des actions à droit particulier qui sont des actions ratchet. Mais c'est exactement le même système, ça va être la conversion du nombre d'actions de préférence qui va permettre d'égaliser le prix de revient. Donc là, un petit peu de lecture de la documentation juridique un peu sympa. Vous aurez aussi, dans le cadre là des management packages, des BSPCE. Donc les BSPCE, je vous rappelle, c'est simplement pour les sociétés de moins de 15 ans. Donc comme dans notre module de ce matin, on se situe véritablement à l'origine de la société, on a ce respect des 15 ans. Donc c'est moins de 15 ans, c'est être soumis à l'IS. Si c'est coté en bourse, mais c'est pas l'objet de ce matin, il faut que la CAPI soit inférieure à 150 millions d'euros. Il faut que le capital soit détenu au moins par 25% de personnes physiques, ou s'il y a des personnes morales, elles-mêmes doivent être détenues par 75% de personnes physiques. Il faut que le siège soit en France. Et depuis les attributions à compter du 7 août 2015, si la société est issue d'une concentration en restructuration, il faut que les sociétés qui étaient impliquées dans la restructuration d'origine remplissent ces conditions. Mais il faut faire attention, les BSPCE, ils ne sont attribuables qu'aux membres du personnel salarié et dirigeant soumis au régime fiscal des salariés, soit de la société émettrice, soit des filiales. Et là où il faut faire attention, c'est qu'il faut que ce soit des filiales françaises. Donc si jamais vous avez une émission de BSPCE liée à un management package
Lorsque vous êtes dans les séries A et B, c'est-à-dire lorsque vous commencez à avoir du développement à l'international, si jamais il y a mise en place d'un management package, faites attention à ce qu'il y ait des BSPCE prévus pour les salariés et fondateurs français et des stock options pour les étrangers. Sinon, vous mettez à plat votre management package ou en tout état de cause, vous laissez sur le côté de la route certains des managers. Donc là, pareil, votre devoir de conseil, c'est de dire faites attention. Il faut que tout le monde puisse bénéficier de la volonté du management package. Et enfin, dans les outils que l'on a, les actions gratuites, j'en parle parce qu'il n'y a pas de disposition après. Il n'y a pas d'augmentation de capital. Hein, enfin, il peut y avoir une augmentation de capital, mais en tout état de cause, il n'y a pas d'apport de fonds de financement complémentaire reçu par la société, bien évidemment, dans le cadre des actions gratuites. Mais dans le cadre des levées de fonds avec management package, on retrouve assez fréquemment ce dispositif. Donc, je vous rappelle simplement qu'elles peuvent viser des actions ordinaires ou des actions de préférence. Les bénéficiaires sont des salariés ou des mandataires sociaux de la société ou des filiales. Donc, les filiales à détenues de plus de 10% et en respectant certaines conditions. Et on a des limites individuelles d'attribution qui sont la limite individuelle de 10%, donc applicable aussi bien aux salariés qu'aux mandataires sociaux. Et lorsque la limite de 10% est dépassée parce qu'on a une attribution à l'ensemble des salariés, on ne peut pas en tout cas avoir un écart entre les salariés de 1 à 5. Et pour les sociétés cotées, tel n'est pas l'objectif de la matinée. On a des dispositions spécifiques. Donc voilà l'ensemble, vraiment l'ensemble des titres sur lesquels vous pouvez être amené à travailler. Je n'ai pas plus détaillé la partie obligations convertibles. Pourquoi? Parce que c'est obligations convertibles et convertibles en actions. Donc, c'est aussi des instruments différés du capital. Donc, c'est visé par l'ensemble des dispositions que l'on va voir. Donc, c'est ces fameux emprunts obligataires où il n'y a pas de disposition pacte précise prévue parce que, a priori, ça s'appliquera jamais. Donc, ils peuvent être émis soit avec, soit sans prime d'émission, soit avec, soit sans prime de remboursement. Ils peuvent être remboursables en numéraire ou en actions. Ils peuvent être convertibles en actions. Et vous pouvez avoir des rémunérations assez différentes, nulles. Donc, on appelle ça coupon zéro. L'intérêt peut être simple ou capitalisé, et pour les obligations convertibles en actions, vous pouvez même avoir une prime de non-conversion. Donc là, de toute façon, notre mission n'est pas à l'émission de l'emprunt, mais notre mission porte sur la conversion des actions, des obligations en actions, parce que qui dit conversion dit augmentation de capital. Donc, que doit-on faire quand on est commissaire ad hoc? Donc, je vous rappelle, on est toujours dans l'hypothèse où mon entité n'a pas son commissaire aux comptes, parce que si elle a un commissaire aux comptes, bien évidemment, il va faire tout ce que l'on va détailler là. Mais là, on est dans le cas d'une société qui est en dessous des seuils, donc pas de commissaire aux comptes, mais il n'empêche que la loi Pacte a bien précisé plusieurs éléments. Donc, le commissaire aux comptes ad hoc, il doit être nommé dans 6 cas. Émission de titres sans droit préférentiel de souscription par une offre publique. Donc, une offre publique d'une entité qui est en dessous des seuils, pour l'instant, on n'en a pas vu beaucoup. Une émission de titres avec suppression du droit préférentiel de souscription. Donc, ça veut dire que s'il y a une émission de titres classique sans suppression du DPS, on n'a pas de commissaire aux comptes ad hoc. C'est pour ça que l'on voit de plus en plus
ce que l'on voyait déjà de toute façon avant pour éviter un rapport de CAC, ce sont des augmentations de capital avec renonciation individuelle aux droits de souscription. Et dans ces cas-là, donc déjà avant, il n'y avait pas besoin de commissaire aux comptes. Donc là, il n'y a toujours pas besoin d'un commissaire aux comptes ad hoc. On a aussi la souscription à une augmentation de capital par compensation de créances liquides et exigibles. Je ne l'ai pas détaillé plus que ça parce que pour moi, ce n'est pas des fonds supplémentaires, c'est simplement effectivement une conversion de compte courant. On a les options de souscription d'actions ou d'achat d'actions. On a l'attribution d'actions gratuites et on a le rachat par la société de ses propres actions. Donc on a véritablement ces 6 missions complémentaires à réaliser quand il n'y a pas de commissaire aux comptes. Donc lorsque vous êtes expert comptable d'une entité sans commissaire aux comptes, effectivement, votre devoir de conseil, c'est d'attirer l'attention sur la nécessaire nomination d'un commissaire aux comptes. Ce commissaire aux comptes, il est ad hoc. Donc il n'existe que pour ces opérations-là. Si derrière, il n'y a pas de volonté de l'entité de le maintenir pour le contrôle des comptes, eh ben, il n'y a pas de volonté de l'entité de le maintenir. C'est véritablement, oserais-je dire, une opération one-shot. Alors, attendez 2 minutes. Les modalités de réalisation juridique de vos augmentations de capital. Donc là, ça ne change pas. Impact n'a rien changé de nos possibilités d'augmentation de capital. En fait, on a, je dirais, 4 possibilités. Donc, soit l'AG va décider de l'émission, soit l'AG va déléguer son pouvoir ou sa compétence. Donc, vous avez déjà 2 possibilités. Après, soit l'AG décide de maintenir le droit préférentiel de souscription, soit le droit préférentiel de souscription est supprimé au profit de bénéficiaires dénommés. Donc en fait, pour une émission de titre, j'ai 4 possibilités. Donc le tout selon la qualité de rédaction du juridique étant de détecter exactement dans quelle possibilité nous nous situons. Parce que derrière, nos rapports ne vont pas être les mêmes, nos diligences ne sont pas les mêmes. Alors, le mystère de la délégation. On s'est tous à un moment donné posé la question sur la qualification d'une délégation, surtout lorsque ce n'est pas très bien rédigé. Combien de fois, nous, au bureau, on a entendu des débats entre collaborateurs en disant « non, je suis en pouvoir, non, je suis en compétence ». Donc, la délégation de pouvoir, c'est quoi? La délégation de pouvoir, c'est une AG qui décide de l'augmentation de capital. Donc, elle a décidé du principe de l'augmentation de capital. Par contre, elle laisse le soin au conseil d'administration, au président, d'en fixer les modalités. Et donc, le président ou le conseil ne peut que réaliser l'augmentation de capital. Il ne peut pas s'en affranchir. La délégation de compétences, c'est l'AG va autoriser le principe de l'augmentation de capital, mais en fait, ça va être au CA et au président de décider de l'émission. Donc, à la limite, on n'a jamais vu le cas se faire, mais il pourrait très bien décider, tout compte fait, de ne pas la faire et donc de ne pas émettre les nouveaux titres. Donc, non seulement le CA ou le président va décider de l'émission, mais il va aussi, effectivement, fixer les modalités de cette augmentation de capital, donc quand même dans la limite de la délégation que lui aura donnée l'AG. On reste quand même avec l'AG souveraine. Et une petite subtilité qui concerne les SASU, c'est qu'en fait, on ne peut pas avoir de délégation de pouvoir dans une SASU. L'associé unique, il ne peut pas déléguer ses pouvoirs, donc l'associé unique, il doit décider. On est vraiment dans l'AG qui décide, qui fixe les modalités. On est sans délégation aucune. La validité des durées de délégation, parce qu'elles sont pas permanentes, bien évidemment. Donc, si j'ai une délégation de pouvoir sans la suppression du droit préférentiel de souscription, en fait, il n'y a pas de texte.
Il n'y a pas de texte qui fixe une limite quelconque. Donc la CNCC a décidé que la délégation, en fait, elle est donnée pour une durée qui ne peut excéder 5 ans. Pourquoi ? Parce que lorsqu'il y a décision d'augmentation de capital, la libération doit intervenir dans les 5 ans. Donc de toute façon, la date butoir, ce sont les 5 ans. Si l'AG a délégué sa compétence, mais qu'il n'y a pas de suppression de DPS, alors la délégation n'est que pour une durée de 26 mois. Et si la délégation de pouvoir ou de compétence est assortie d'une suppression du DPS, c'est-à-dire que l'augmentation de capital, effectivement, est réservée à des nouveaux investisseurs, ou anciens, mais en tout état de cause dénommés, la délégation n'est que de 18 mois. Je vous rappelle quand même que toutes les délégations en cours, normalement, font l'objet d'un rapport du conseil d'administration à chaque clôture des comptes. Il y a un rapport du conseil d'administration sur l'état des délégations en cours et qu'on est censé nous suivre en tant que commissaire aux comptes cet état des délégations en cours et savoir quand est-ce qu'elles tombent ou qu'elles sont encore en vigueur. Donc, peu de dates à rappeler, mais il faut les connaître. Une fois qu'on a vu la partie délégation, c'est la partie droit préférentiel de souscription. Donc, qu'est-ce qu'un droit préférentiel de souscription ? Là, en fait, c'est simplement le droit préférentiel à la souscription aux augmentations de capital en numéraire. Donc, normalement, c'est je détiens une action, je peux exercer mon droit pour une action. Et quand on détient 10% du capital, on exerce nos droits pour 10% du capital. Donc, c'est proportionnel au montant des actions détenues. Je vous le disais, on peut renoncer. Un actionnaire peut renoncer à l'exercice de son droit préférentiel de souscription. Donc, un actionnaire peut renoncer à souscrire à l'augmentation de capital. Et quand il renonce, eh ben, son associé peut, entre guillemets, prendre sa part, puisque de toute façon, on a défini un montant maximal du capital social. C'est quelqu'un d'autre qui peut monter, on monte au capital. Et l'objectif du droit préférentiel de souscription, en fait, c'est de compenser la dilution des actionnaires qui ne souscriraient pas, puisqu'en fait, un associé peut vendre son droit préférentiel de souscription. Est-ce qu'on peut supprimer ? Eh bien oui, forcément, on peut le supprimer. On peut le supprimer totalement. On peut le supprimer partiellement si on veut décomposer l'augmentation de capital en plusieurs tranches. Et quand on le supprime, généralement, c'est au profit de soit au profit de bénéficiaires dénommés. Donc là, c'est lorsque vous faites rentrer l'investisseur A, l'investisseur B, l'investisseur C, soit au profit d'une catégorie de bénéficiaires. C'est ce que vous aurez généralement dans les augmentations de capital en faveur des salariés. Vous dites, c'est la catégorie de bénéficiaires, les salariés. Donc, une fois qu'on a détaillé tout ça, nos titres et nos diligences, nos rapports vont s'appuyer sur quel type de texte. Donc là, je vous ai fait simplement un petit récap des textes que vous devez, je ne vais pas dire maîtriser, mais lire. Et legifrance.gouv.fr est très utile lorsqu'on a besoin de faire nos rapports et de savoir dans quelle position on se place. Donc que ce soit les émissions d'actions ordinaires, achats d'actions, attribution d'actions gratuites, émissions d'actions de préférence et BSA, BSPCE, il y a véritablement, vous voyez, un tronc commun des articles. Alors, il y a les articles de loi d'une part et les articles réglementaires, puisque lorsque l'on fait nos rapports, on se réfère à chaque fois à ces deux types d'articles. Donc, c'est simplement connaître la tranche d'articles. Et par les temps qui courent, je ne saurais vous recommander en fait à chaque fois de regarder les toutes dernières versions d'articles sur Legifrance, parce qu'en ce moment, ça bouge un peu. Comment vont se passer vos opérations juridiques ? Alors, si vous avez une émission de capital sans délégation au président, ça va être relativement simple. Vous aurez un rapport du conseil d'administration ou du président à l'Assemblée générale.
pour présenter les motifs de l'opération. Le commissaire aux comptes va se prononcer sur ce rapport. Une petite précision, les textes ne disent pas dans quel délai le rapport du conseil d'administration doit être fourni au commissaire aux comptes. Donc, soit vous avez une opération qui est projetée de longue date et en tant que commissaire aux comptes, vous avez vraiment le temps de faire des allers-retours, de regarder et d'étudier la documentation. Ça, c'est chez les bisounours. Soit généralement, on vous prévient à la dernière minute en disant « je vous préviens, demain, on lance tout, donc il faut avoir tout fait d'ici demain ». Là, c'est un peu short, mais on ne peut pas se retrancher derrière un délai légal. Donc notre rapport du CAC va se prononcer sur ce rapport soumis qui va être présenté à l'AG. Et donc l'AG, puisqu'on est sans délégation, va fixer toutes les modalités, prix d'émission, et va statuer sur le rapport du CA et bien évidemment sur le rapport du CAC. Donc ça, c'est le cas le plus simple. Le cas un peu plus complexe, c'est je délègue au CA ou au président. Donc, je vais avoir une première AG, en fait, qui va décider de la délégation. Donc, je vais avoir mon conseil d'administration, mon président, qui vont faire un rapport à l'AG sur l'opération d'augmentation de capital projetée, mais qui va effectivement, dans son rapport, dire que l'AG compte déléguer ses pouvoirs ou compte déléguer sa compétence. En tant que commissaire aux comptes, je vais me prononcer sur ce rapport. Après, je vais avoir donc la réunion de l'Assemblée générale. Donc, premier cas, elle va décider de l'émission et elle va déléguer tous les pouvoirs. Deuxième cas, elle va autoriser l'émission et elle va déléguer la compétence. Ça, c'est la première étape. Ben, la deuxième étape, il va falloir, le conseil d'administration ou le président va alors utiliser la délégation. Donc, je vais avoir un rapport du CA et du président donc, qui va fixer les modalités et les prix d'émission. Si c'est en délégation de compétences, il va surtout aussi décider l'émission des titres. Et je vais avoir un rapport du CA sur ce rapport. Donc, dans un cas, je n'ai qu'un seul rapport. Dans un deuxième cas, j'ai deux rapports. Et pourquoi j'ai deux rapports? Parce que lorsque je suis en décision de délégation de compétences, on dit l'AG, elle décide ou elle autorise le principe, mais elle ne fixe pas les modalités. Donc moi, en tant que commissaire aux comptes, je ne veux pas pouvoir me prononcer sur les modalités et les prix d'émission, puisque ça n'existe pas à ce moment-là. Donc je vais faire un rapport en disant, bah, écoutez, OK, je suis OK avec la première étape de l'opération, mais je ne peux pas me prononcer sur les modalités et le prix, et je le ferai dans un second rapport. Donc, quand on fait ce type d'opération, en fait, il faut savoir que véritablement, il y a un tronc commun de diligence, et après, selon le type de titre, on a quelques particularités. Donc, le tronc commun de diligence, c'est 4 articles du Code du commerce qui sont relativement précis, relativement didactiques. Soit on se positionne sur une augmentation de capital, donc sans suppression du droit préférentiel de souscription. Donc j'ai l'article 225-113 qui dit « Votre rapport du conseil d'administration doit comporter motif et montant maximal de l'augmentation de capital, ainsi que la marge des affaires sociales. » Donc ça, c'est le premier point. En tant que commissaire aux comptes, je vérifie qu'il existe, que ça existe. Après, si jamais j'ai une suppression du DPS, en fait, c'est l'article R225-114 qui fixe le contenu du rapport. Donc, on a toujours motif et montant maximal de l'augmentation de capital. OK. Mais faites attention à ce qu'on ait aussi le motif de la suppression du droit préférentiel de souscription. Il faut vraiment que ce soit marqué au rapport du Conseil. Et l'information sur les attributaires du DPS. Donc, soit une information nominative,
soit une information sur la catégorie d'attributaires. Mais en tout état de cause, il faut que les actionnaires sachent pourquoi on leur a supprimé leur droit préférentiel de souscription. Et une justification du prix d'émission ou des modalités de sa détermination. Après, si on n'a pas d'absence de délégation de pouvoir et de compétence, c'est-à-dire que si on est dans le cas où vraiment l'Assemblée a tout décidé, l'article 225-115 exige qu'il y ait incidence de l'augmentation de capital sur la quote-part des capitaux propres détenus par les actionnaires. C'est-à-dire qu'effectivement, on doit avoir un tableau annexé à toute cette documentation juridique avec le montant des capitaux propres avant l'opération de capital, la quote-part de ces capitaux propres détenus par chaque catégorie d'actionnaires. On ne vous demande pas les noms, hein, mais on vous demande les titulaires d'actions de préférence, les titulaires d'actions ordinaires, les titulaires d'instruments dilutifs. Donc, cet état juste avant l'émission et l'incidence, donc juste après l'émission, en supposant que l'augmentation de capital ait été souscrite à plein, bien évidemment, ce même tableau. Et là, d'expérience, comme c'est un tableau qui est normalement bien maîtrisé par les services financiers, mais l'information n'est pas forcément disponible, et notamment les capitaux propres sur lesquels on s'appuie n'est pas forcément disponible par les services juridiques, c'est généralement le tableau qui manque. Donc moi, quand je reçois la documentation juridique, c'est simple, c'est que je vais tout de suite à l'annexe, j'ai pas mon tableau, hop, je commence même pas à lire, je préviens tout de suite, faites attention, allez voir vos comptables, il me faut ce tableau-là, demandez-leur. Lorsqu'il y a eu délégation de compétences et délégation de pouvoir, tout à l'heure je vous ai dit, nous faisons un deuxième rapport. Eh bien oui, dans ce deuxième rapport, en fait, on va vérifier, enfin, le deuxième rapport, il doit décrire les conditions définitives de l'opération. Il va inclure les éléments de choix de calcul retenus pour la fixation du prix d'émission et son montant définitif, donc selon quels critères. Et il doit vérifier que toutes les informations qui étaient prévues à l'article 115 du Code de commerce, donc effectivement ce fameux tableau sur les titulaires des capitaux propres, figurent bien. Donc voilà ces points communs, quels que soient les titres émis. Donc ça, véritablement, on commence à avoir l'habitude, on valide ces éléments-là. Alors, avec un point de détail, si jamais votre augmentation de capital a lieu sur le second semestre, il y a alors nécessité d'établir une situation intermédiaire. Je vous rappelle que normalement, lorsqu'il y a une assemblée générale qui intervient au cours du second semestre, parmi les documents qui doivent être mis à la disposition des actionnaires lors de cette assemblée générale, il y a une situation de moins de 3 mois. Donc, de toute façon, il y a obligatoirement nécessité d'établir cette situation intermédiaire. Cette situation intermédiaire doit être établie suivant la même présentation que le dernier bilan, selon les mêmes méthodes que le dernier bilan. Et si vous êtes, lorsque vous déterminez la situation sur les détenteurs du capital, de l'augmentation de capital, vous devez le faire à partir des capitaux propres de cette situation intermédiaire. Et bien évidemment, à partir des détenteurs de capital à la date de la situation intermédiaire. Donc quand vous avez des instruments dilutifs qui ont pu tomber entre la date de clôture et la date de situation intermédiaire, il faut que vous ayez véritablement votre table de capitalisation sur le fil du rasoir. Donc, une fois qu'on a vu les dispositions classiques, quelques dispositions de détail selon le type d'émission. Lorsque l'on a une émission en action de préférence, le rapport du CA et du président, en outre, doit comprendre les caractéristiques des actions de préférence et, bien sûr, la situation de l'opération sur la situation des actionnaires, donc y compris l'ensemble des instruments dilutifs. Les titulaires, lorsque l'augmentation de capital est assortie d'émissions de BSA,
dans ces cas-là, il faut présenter les caractéristiques des BSA et présenter les modalités d'attribution, surtout modalités d'attribution et date d'exercice, puisqu'il faut que vous sachiez quand ces bons tombent. Même nature d'information sur les BSPCE. Donc, il y a effectivement une petite coquille, c'est caractéristiques des BSPCE, modalités d'attribution et date d'exercice. Et enfin, pour les actions gratuites, ben là, je vais vous dire, on laisse au service juridique la liberté de décrire les opérations, puisque de toute façon, il n'y a pas de disposition réglementaire relative au contenu du rapport du président portant sur les actions l'attribution d'actions gratuites, même s'il y a une pratique. Donc, que doit faire notre commissaire aux comptes ad hoc ? En fait, il y a deux éléments. Qu'il y ait ou pas maintien du droit préférentiel de souscription, le commissaire aux comptes, il va donner son avis sur l'incidence de l'opération, sur la situation des détenteurs d'actions et instruments dilutifs. C'est-à-dire qu'effectivement, quand je vous dis la première chose que je regarde, c'est l'existence de ce tableau, bah oui, parce que de toute façon, je dois valider l'information qui est dans ce tableau. Je vous rappelle aussi que si jamais vos services juridiques ne savent pas comment présenter le tableau, il y en a de très bons modèles qui sont fournis dans les notes d'information. Ce n'est pas la peine d'aller chercher midi à 14h. Et au moins, vous vous appuierez sur les bonnes diligences à faire. Et le commissaire aux comptes doit aussi donner son avis sur l'augmentation de capital envisagée. Et c'est surtout sur la description qui en est faite. Il faut véritablement... On a vraiment un rôle, on s'assure de la qualité de l'information financière, on s'assure de la qualité de l'information qui est donnée aux actionnaires. Donc, est-ce que la lecture du rapport du président éclaire parfaitement notre actionnaire et va éclairer son vote ? Si jamais il y a suppression du DPS, on va vérifier et on va certifier la sincérité des informations tirées des comptes, donc soit des comptes annuels, soit des comptes intermédiaires selon la date de réalisation de l'opération. On va donner notre avis sur la proposition du DPS et surtout, on va donner notre avis sur le choix des éléments du calcul du prix d'émission des actions. Donc ça peut être un prix issu d'une valorisation indépendante de la société, ça peut être une valeur conventionnelle ou contractuelle liée justement à l'entrée de ces nouveaux investisseurs, mais il faut qu'il soit justifié. Et on va aussi se prononcer sur le montant, c'est-à-dire que si on a fixé une règle de calcul en disant je prends une expertise indépendante et si l'expertise indépendante a relevé que le prix de l'action était 50 et si dans notre rapport on dit qu'on émet des actions à 100, on a quand même une distorsion entre le choix de la règle et l'application de la règle. Donc on contrôle l'intégrité de l'information. Donc en tout état de cause, on lit de façon très soutenue l'ensemble des informations qui figurent dans le rapport du Conseil et du Président. Et c'est d'ailleurs pour ça que ce genre de mission n'est pas franchement confié aux collaborateurs débutants. Il faut commencer à avoir un petit peu d'expérience pour vraiment avoir une lecture pertinente de ces documents. Si jamais il y a émission d'actions de préférence, donc on a quelques dispositions spécifiques. Le commissaire aux comptes va donner son avis sur les caractéristiques des actions de préférence. Si la catégorie d'actions de préférence est déjà existante, on va aussi se prononcer sur les avantages particuliers. Si c'est une nouvelle catégorie d'actions de préférence, je vous le disais tout à l'heure, ce n'est pas au commissaire aux comptes de donner son avis sur les avantages particuliers. Il y aura nomination d'un commissaire aux apports chargé de l'appréciation des avantages particuliers. On va aussi émettre un rapport sur les modalités de conversion des actions de préférence lorsque celles-ci sont inscrites dans les statuts concomitamment à leur émission,
ce qui est le cas le plus fréquent. On émet des actions de préférence, on prévoit leur conversion et comme par hasard, immédiatement, on prévoit l'inclusion de la règle dans les statuts. Donc, dans ces cas-là, le commissaire aux comptes va émettre un rapport. Et si jamais les avantages particuliers sont exerçables soit dans la société contrôlante, soit dans les sociétés contrôlées, alors, dans ces cas-là, les commissaires aux comptes de ces entités vont, elles aussi, émettre un rapport. La structure des rapports de CAC, un tronc commun, même si après, dans la rédaction, c'est du personnalisé. Le tronc commun, c'est l'intitulé, les destinataires. Donc, les destinataires, ce sont les membres de la société, l'Assemblée générale. Donc, maintenant, c'est à l'Assemblée générale. Une introduction, donc on rappelle qu'on est commissaire aux comptes. On rappelle dans quel cadre réglementaire on se situe, quels sont les articles de loi et quel cadre réglementaire. On rappelle contexte et les principales modalités de l'opération. Il faut être concis, mais il faut être éclairant, puisque notre rapport est donné aussi à l'Assemblée. On rappelle les responsabilités respectives de l'organe compétent et du commissaire aux comptes. On rappelle les travaux effectués, et notamment référence à la doctrine professionnelle, diligences effectuées. Et on conclut. Donc, soit en absence d'observation, soit on peut émettre des observations dont certaines peuvent conduire à une impossibilité de conclure. Lorsqu'il y a délégation, comme on est au niveau de l'étape 1, et donc l'Assemblée générale a décidé à autoriser, mais de toute façon on ne connaît pas les modalités ni le prix, on dit qu'on ne peut pas donner d'avis sur les conditions définitives de l'opération et que l'on fera un rapport complémentaire. On annonce d'ores et déjà notre rapport complémentaire. Si jamais il y a des irrégularités autres celles qui affectent la conclusion, on signale ces irrégularités et enfin on date et on signe les rapports. Et donc, quand je suis dans un cas de délégation et que mon conseil d'administration ou mon président ont émis ont usé de leur délégation, je fais mon rapport complémentaire en tant que commissaire aux comptes. Donc là, toujours la même structure de rapport. C'est véritablement... non, là, j'ai un petit problème, c'est l'utilisation de la délégation. Tiens, j'ai la slide 40 à corriger. Et là où ça devient sportif, ce sont les délais de mise à disposition des rapports. Donc, je vous rappelais tout à l'heure, lorsqu'il y a une telle opération, il n'y a pas de délai entre la remise du rapport du président au commissaire aux comptes. Donc, c'est vraiment quand doivent être mis à disposition des actionnaires aussi bien le rapport du président et du conseil d'administration et le rapport du président. En fait, c'est au moment de la convocation. Donc, c'est AGE moins 15 jours, sauf dans les SAS, où là, on se réfère aux dispositions statutaires. Donc, c'est soit 15 jours, soit 8 jours, soit les dispositions prévues au statut. Et en fait, nos rapports doivent être aussi maintenus aussi à disposition des actionnaires au siège social, avec une particularité sur laquelle on n'est pas concerné dans le cadre de toute nouvelle société, mais il faut la connaître. Si jamais on fait ce genre de mission, là, dans notre mandat de commissariat aux comptes classique, mais pour des sociétés cotées, les délais, ce n'est pas AG moins 15 jours, c'est AGE moins 21 jours, et le rapport du conseil d'administration ainsi que le rapport du CAC doivent être mis en ligne sur le site internet de la société cotée, comme tous les rapports en fait. Pour l'attribution d'actions gratuites, là, il n'y a pas de disposition spécifique, donc on se réfère aux dispositions relatives aux émissions d'actions ordinaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les management packages, normalement, vous avez une AG qui décide de l'émission et de l'attribution.
enfin, vous avez une AG qui décide de l'émission, le conseil d'administration ou le président va décider de l'émission, de l'attribution nominative de ces outils. Cette attribution nominative, il faut faire attention à ces délais. C'est lorsque l'attribution nominative est faite, vous avez votre rapport complémentaire à réaliser, mais là, vous êtes à plus 15 jours. Donc, je suis par rapport à une AG, je suis à moins 15 jours. J'ai une décision d'utilisation de la compétence, je deviens à plus 15 jours. Donc, il faut, ça aussi, c'est le fameux rapport complémentaire, on agit plus 15, il faut le savoir. Un petit focus sur l'attribution d'actions gratuites, puisque ce sont des dispositions qui sont effectivement, comme je vous l'ai dit, très souvent décidées en même temps que la levée de fonds. Donc là, on est dans des délais autres que les délégations habituelles. C'est parce qu'on a après un délai d'utilisation de l'autorisation et une durée minimale. Alors là, on est en durée d'utilisation d'autorisation d'attribution d'actions gratuites de 38 mois. Tout à l'heure, je vous parlais de 26 mois, de 18 mois. Là, dans l'action gratuite, vous êtes à 38. Vous avez une période minimale d'acquisition de 1 an, c'est-à-dire que vous décidez de l'attributaire, mais l'attributaire devra avoir respecté ses conditions suspensives au minimum 1 an après. Et vous avez une durée minimale de conservation des titres, puisque votre attributaire ne peut pas vendre immédiatement ses actions si on a prévu dans l'émission une période de conservation. Et il faut savoir que la durée minimale de l'acquisition plus la période de conservation, c'est 2 ans. Vous avez effectivement la désignation des bénéficiaires dans le rapport du CA et le rapport du CAC, en fait, va se prononcer sur l'autorisation projetée, mais il va se prononcer uniquement sur l'autorisation, c'est-à-dire que le commissaire aux comptes n'a pas à se prononcer lors de l'attribution nominative des actions gratuites. Donc, le commissaire aux comptes va établir son rapport. Et là, il n'y a ni, au point de vue légal, il n'y a pas de contenu du rapport du président, pas de contenu du rapport du commissaire aux comptes. Normalement, on vous dit, OK, le CAC doit vérifier la conformité de l'opération par rapport aux articles L197.1 à L197.5 du Code de commerce, donc qui vise l'attribution d'actions gratuites, et qui va émettre les formules des observations éventuelles sur le contenu du rapport. Là, je ne vous suggère pas de faire preuve d'innovation en matière de rapport de CAC sur l'attribution des actions gratuites. Vous vous référez à la note d'information sur les augmentations de capital prévues en faveur des salariés et vous avez tous les rapports bien faits dans cette note d'information. Donc, en conclusion de cette petite mise en jambe de la matinée, c'est que si vous avez dans votre clientèle je vais toujours les appeler start-up, hein, même si ce n'est pas forcément des sociétés innovantes, mais en tout cas des jeunes pousses qui vont solliciter le recours à des investisseurs financiers, les instruments financiers donc, peuvent être de diverses formes. Ça, donc, on a des instruments financiers qui sont émis et qui peuvent nécessiter une entrée immédiate au capital, soit une entrée différée. Donc, à partir du moment où on touche le capital social de la société, on touche les capitaux propres, si l'entreprise n'a pas nommé de commissaire aux comptes de façon volontaire parce qu'elle est en dessous des seuils, pensez à, en tant que conseil, pensez à faire nommer un commissaire aux comptes ad hoc. Et donc, pour ce faire, les bonnes personnes à aller rencontrer, ce sont les leveurs de fonds et ce sont les avocats. Ce sont de toute façon nos prescripteurs. Et puis après, ce sont nos confrères. Hein. On se nomme les uns les autres, ça marche bien aussi. Hein. Donc, penser véritablement, c'est pas parce qu'on n'est pas nommé sur des petites entités
que vraiment on va voir le train passer. Il faut juste qu'on arrive à voir les bonnes entrées et qu'on arrive à bien s'échanger les missions entre nous. C'est surtout comme ça que ça marche. Voilà, je vous ai laissé volontairement un petit peu de temps si vous avez des questions à poser. Ceux qui sont en vidéo ne pourront pas en participer. Par contre, je n'ai pas de micro. Merci pour votre exposé. Moi, dans ce type de mission, la difficulté que je rencontre, ou le point que je rencontre le plus fréquemment, c'est justification du prix d'émission. Parce que souvent, on a une phrase rapide, brève, et quand on interroge soit les avocats, soit les startups, on nous dit bah oui, ça résulte d'une négociation avec l'investisseur. Donc j'aurais voulu savoir quelle est votre pratique en la matière sur la justification du prix d'émission en cas de suppression du DPS. Alors, ça résulte d'une négociation auprès des investisseurs et de toute façon, dans ces cas-là, s'il y a eu une négociation, il y a eu lettre d'intention et il y a eu normalement une due diligence. Moi, je demande, entre guillemets, à ce qu'on soit totalement transparent, à ce qu'on m'ouvre les livres. C'est-à-dire que je demande à avoir la LOI et je demande à avoir un débriefing justement de cette négociation pour savoir notamment s'il y a eu fluctuation des prix. Parce que ce qui se passe dans certaines levées de fonds, c'est que vous avez une petite start-up qui va essayer de lever des fonds et qui, au départ, se dit bah, « moi, je vais lever des fonds et je pense que je vaux 6 millions » et puis qu'au final, ils ont réussi à lever des fonds sur la base d'une valorisation de 20. Donc, comment pouvez-vous justifier ça? Donc, je demande à avoir, moi, à avoir le plus de clarté et de transparence sur le processus. Mais par contre, je ne m'engage pas sur une valo de la boîte. Ça, c'est clair. Je vais pas aller évaluer l'entreprise pour vérifier que mon prix d'émission correspond bien à la valeur de l'entreprise. Je conclus que je ne peux pas conclure. Si je suis discordante, je conclus que je ne peux pas conclure. J'ai rarement un rapport d'expert indépendant qui conclut à la valeur de la boîte. De temps en temps, j'ai l'expert indépendant et avec une décision de dire on décote le prix de l'expert indépendant. Là, ça me permet de conclure parce que j'ai l'avis. On a, selon nos normes, on peut toujours s'appuyer sur l'avis d'un tiers externe, d'un expert. Donc, je demande dans ces cas-là le rapport de l'expert indépendant et j'apprécie le travail de l'expert indépendant. Mais effectivement, dans certains cas, je conclus, je ne peux pas conclure. Non, c'est pas grave. Dès l'instant où ça résulte d'une valeur conventionnelle et contractuelle, et je vérifie que c'est bien, je vérifie que c'est bien écrit, que quelque part le processus de négociation était écrit. Franchement, ça résulte d'accord avec. Souvent, dans ces cas-là, effectivement, il est mentionné qu'il y a eu accord entre les associés actuels et l'investisseur. Dans le coup, l'information est là. Donc, on peut... D'accord. Alors, sinon, j'avais une autre question. Sur les rapports complémentaires, j'avais cru lire qu'il n'était pas nécessaire quand on est nommé commissaire aux comptes ad hoc, c'est-à-dire sur une émission, sur une opération extrêmement ponctuelle. Donc là, de ce que je comprends, c'est que si le rapport complémentaire est nécessaire, comment, en pratique, être au courant que la société va nous informer de l'attribution et donc on doit rendre un rapport complémentaire? En pratique, c'est comme la première émission. Là, vous vous appuyez complètement sur les diligences des avocats, sur les conseils qui pensent à vous nommer pour ce rapport complémentaire. Et sachez que de toute façon, si vous n'êtes pas prévenu, si vous n'avez pas émis ce rapport,
l'émission elle est nulle. Surtout en délégation de compétences, vous n'avez pas été nommé sur le rapport complémentaire, donc vous n'avez pas pu vous prononcer sur les modalités, le prix d'émission. C'est clair, l'émission est nulle. Donc là, ce sont tous les conseils qui doivent être vigilants à votre place. Et puis de temps en temps, vous pouvez toujours relancer. Je n'ai jusqu'à présent jamais vu ce genre d'émission, enfin d'un commissaire aux comptes décalé dans le temps, parce que ce qui se passe en fait, c'est que j'ai pas de commissaire aux comptes, j'ai un commissaire aux comptes ad hoc. Il fait son rapport, avec un petit peu de chance, il fait même le rapport complémentaire dans la foulée, parce que entre le CA et l'AG, il y a 15 jours qui se passent et l'opération se fait dans la foulée. Ou alors, le commissaire ad hoc, il a fait son premier rapport, et puis comme il y a des fonds, et les fonds sont plus sécurisés, et il y a nomination volontaire d'un CAC. Parce que les fonds investir à partir d'un certain montant dans une entité qui n'est pas contrôlée par un CAC, pour l'instant, j'en ai pas encore croisé. Mais si vous en avez peut-être croisé dans votre clientèle. Alors, j'ai découvert qu'il y avait des micros en milieu de salle, mais bon, si vous êtes devant, autant que vous soyez... Non. La ENI était avant Pacte. Je sais, je me suis... La note d'information... Ah, bah alors peut-être, mais... Ouais, oui, bah... Comme j'ai jamais été confrontée à cette absence d'émission, bah, je vérifierai le point, oui. Ouais. Bon, dont acte, comme moi, je travaille sur la ENI pure. Sur les comptes, et que là, on ne connaît pas la boîte. Et ça, je pense que ça a été un peu zappé par les éminences grises qui ont réfléchi à tout ça. Parce que concrètement, en pratique, c'est quand même très difficile, notamment en termes d'honoraires. Les entreprises ne comprennent pas, quand elles nous nomment, que quand on leur dit, attendez, il faut qu'on audite vos comptes, enfin, pas un audit classique, mais elles ne comprennent pas ça. Enfin, bon. En tout cas, moi, je suis confronté à ça. Écoutez, vous n'êtes pas le seul, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on est commissaire aux comptes, on a vu les comptes. Quand on est nommé commissaire aux comptes ad hoc, la première chose qu'on dit, c'est on veut faire une revue limitée de vos comptes. Et donc, qui veut faire une revue limitée des comptes, puisqu'on doit se prononcer sur les informations chiffrées, à part dire, OK, le chiffre d'affaires, c'est bien celui qui est dans les états financiers, mais on veut avoir un confort sur les états financiers. C'est un peu compliqué à réussir à faire admettre, mais c'est de la négo d'honoraires un peu infernale. Mais je suis d'accord où certains aspects de négociation d'honoraires, tout comme la difficulté de ces rapports, je ne sais pas si vous arrivez très facilement à facturer véritablement vos honoraires, vos temps passés sur ces rapports. L'entreprise n'imagine pas non plus les diligences, enfin ne matérialise pas les diligences que nous devons engager pour faire ce genre de rapport. Et je vous disais tout à l'heure, ce ne sont pas des diligences que l'on va confier à un stagiaire. Donc généralement, de toute façon, c'est soit le chef de groupe, soit l'associé signataire qui travaille. Et derrière, il faut réussir à facturer les honoraires. Mais de toute façon, dans notre métier, c'est malheureusement assez fréquent. S'il y a d'autres questions? Écoutez, je vous souhaite de prolonger vos universités d'été. C'était un premier début.